Ma sœur a pris mes économies destinées à ma chirurgie pour payer sa lune de miel. Tu t'en remettras, elle le mérite, ont dit mes parents. Je suis resté calme, j'ai tout verrouillé puis j'ai appelé la police. Leur monde s'est effondré. Je m'appelle Arla, et j'aimerais que ce soit juste un cauchemar dont je pourrais me réveiller. Mais c'est réel. Ma sœur a utilisé l'argent que j'avais économisé pour une opération du cerveau pour partir en lune de miel. Et quand je l'ai confrontée, mes parents ne m'ont pas défendu. Ils l'ont défendu, elle. Ils ont dit que j'étais plus forte, que je pouvais le gérer. Mais qu'en est-il des années où j'ai travaillé en double service? Qu'en est-il du diagnostic que je n'ai jamais demandé? Cette trahison n'était que le début. Parce que ce que j'ai découvert ensuite, ce n'était pas seulement une sœur égoïste. C'était une conspiration familiale qui a failli tout détruire. Je suis entré par la porte d'entrée juste après 21h. L'air à l'intérieur de mon appartement était vicié et immobile. Mes pieds me faisaient mal dans mes sabots. 14 heures au service de traumatologie avaient usé chaque once de patience qu'il me restait. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol en céramique près de la porte, j'ai enlevé mon sweat à capuche et je l'ai accroché au dossier de la chaise de cuisine sans réfléchir. Le silence était réconfortant. Pendant 5 minutes, je suis resté au milieu de mon salon, laissant le bourdonnement du réfrigérateur et la douleur dans mes épaules s'installer. Puis je me suis souvenu de l'opération. C'était dans un mois maintenant. Mon neurochirurgien m'avait prévenu, bénin ne veut pas dire inoffensif. Ma tumeur n'attendait pas, et moi non plus. J'avais mis de côté chaque centime pendant 3 ans, refusant les vacances, manquant les soirées, disant non à tout ce qui n'était pas vital. J'ai ouvert l'application bancaire. Au moment où l'écran s'est chargé, je me suis figé. Mon solde affichait $148,76. J'ai cligné des yeux, actualisé encore. Là où il aurait dû y avoir $73 000, il n'y avait rien. Pas bas, pas suspect, disparu. J'ai fait défiler l'historique des transactions, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. 43 transactions en 2 jours, toutes d'un montant juste assez bas pour éviter la détection. Certaines vers des compagnies aériennes, d'autres vers des agences de voyage, une étiquetée Luxury Getaway LLC. J'ai claqué le téléphone sur le comptoir et l'ai repris. Ça ne pouvait pas être réel. J'avais été piraté. Ça devait être ça. J'ai appelé la banque. 5 minutes de musique d'attente puis, bonjour, merci d'avoir appelé la banque Cascade. C'est Alicia à l'appareil. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai essayé de paraître calme. Je dois signaler ce que je pense être un cas de fraude. Quelqu'un a vidé mon compte d'épargne. Il y a eu un bruit de touche cliquetant à l'autre bout. Laissez-moi vérifier. Il semble que ces retraits aient été effectués à partir d'un appareil déjà enregistré. Une tablette Samsung liée à votre utilisateur secondaire. Ma bouche s'est asséchée. Utilisateur secondaire? Oui, madame. Le titulaire conjoint du compte d'accès de secours. Il est indiqué ici qu'il a été établi en 2010. Voulez-vous que je lise le nom? Mon estomac s'est retourné. Non, ai-je dit doucement. Je sais qui c'est. Le compte de secours. Celui que ma mère a insisté pour que je garde ouvert, juste au cas où, quand je suis parti pour l'université. Je ne l'ai jamais fermé. J'avais même oublié qu'il existait. Elle ne l'avait jamais oublié. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Et puis, parce que la vie a un sens de l'humour tordu, un son a retenti. Un email de Janelle. Objet, merci, sœurette. Corps, une photo. Elle et Dorian enveloppés dans des serviettes blanches, se prélassant au bord d'une piscine à débordement turquoise. Bora Bora en arrière-plan. Une autre photo. Le reçu de réservation. Forfait lune de miel premium. 51 200 $ payés intégralement avec un numéro de compte se terminant par 9032. Mon compte. Sous les photos, une seule ligne en cursive rose pailletée, tu as toujours dit que la famille passait avant tout. J'ai fixé l'écran si longtemps que mes yeux me brûlaient. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un accident. Ils ont utilisé l'argent de mon opération pour des vacances. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai essayé de respirer, mais l'air semblait trop épais. J'ai glissé au sol. Ma tête a heurté le meuble en descendant, mais je m'en fichais. J'ai pensé à chaque soir où je n'ai pas mangé au restaurant.
Chaque garde que j'ai prise pendant les vacances. Chaque fois que je me suis dit, encore un peu, Arla. Continue d'économiser. Et ils l'ont utilisé pour siroter des mimosas sur une plage. Pas pour une urgence, pas pour survivre, pour du sable, des selfies et des couchers de soleil. J'ai ouvert son Instagram par pur masochisme. La légende sous leur dernier post disait « Bénédiction de lune de miel ». Béni. Non, 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 non. J'ai ouvert toutes les applications bancaires que j'avais. Chaque compte, chaque carte, chaque identifiant. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Tout ce que je pensais être sécurisé. Accès partagé, sauvegarde liée, vieille connexion que j'aurais dû couper il y a des années. Et maintenant ils avaient tout pris. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un message de maman. J'espère que ta garde s'est bien passée. Je t'aime. Je l'ai regardé comme s'il venait d'un étranger. Amour. C'est ce qu'elle appelait ça. J'avais toujours cru aux limites. Cru que ce n'est pas parce que les gens sont de la famille qu'ils ont droit à votre paix. Mais j'ai plié quand même. J'ai toujours plié parce qu'en ce qui les concernait, ma mère, ma sœur, je pensais pouvoir faire confiance. Je pensais avoir le temps. J'avais tort. J'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe. S'il restait quelque chose qu'il n'avait pas vidé, j'allais le trouver. Mais au lieu de la clarté, ce que j'ai trouvé ensuite m'a presque fait vomir, car c'était là, le nom de ma mère inscrit comme copropriétaire sur mon compte d'épargne et la dernière connexion provenant du code postal de Janelle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Je me suis assise sur le sol de mon appartement, toujours en tenue de travail, regardant le même ensemble de transactions tourner en boucle sur mon écran encore et encore comme une sorte de blague malsaine. 73 000 $. Mon avenir versé dans le sable. Au lever du soleil, j'étais engourdie, mais plus confuse. Non, je savais exactement qui avait fait ça, et je n'allais pas demander gentiment. Le trajet jusqu'à Forest Heights était calme, pas paisible, calme comme l'air juste avant qu'une tornade ne frappe. Les rues étaient humides de la pluie de la nuit dernière, et chaque virage que je prenais semblait mécanique, répété. Je connaissais la route comme ma poche. Le même quartier où j'ai grandi. La même maison à 2 étages avec les boiseries blanches écaillées. Mais cette fois, je ne venais pas en tant que fille. Je me suis garé dans l'allée juste après 7 heures. Le camion de mon père était garé devant. Les rideaux du salon étaient déjà ouverts. Maman était levée, préparant probablement son smoothie matinal avec des graines de chia et trop de choux frisés comme si de rien n'était. Je n'ai pas frappé. J'ai marché droit vers la porte et j'ai sonné avec une telle force que la porte a tremblé. Des pas se sont approchés. Arla. Maman a ouvert la porte, peignoir serré, cheveux bouclés juste comme il faut. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Je n'ai pas répondu. Je suis entré. Elle m'a suivi dans la cuisine. Tout va bien? J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai tapoté l'écran. Mon compte. Les retraits. Son nom. Le code postal de Janelle. Pourquoi ton nom est-il sur mon compte? Ma voix était stable, plate. Elle a cligné des yeux. Je pensais que tu le savais. C'est ta réponse? J'ai pris le téléphone et l'ai tenu plus près. Tu t'es servi dans mes économies de toute une vie et tu pensais que je le savais? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Mon père est entré alors, se grattant la nuque comme s'il venait de sortir du lit. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme et ta fille ont pris l'argent de mon opération, ai-je dit. Voilà ce qui se passe. Il a regardé ma mère. Elle a détourné le regard. Nous avons juste aidé Janelle un peu, a dit maman finalement. Elle avait besoin d'un nouveau départ. Tu as toujours dit que la famille passait avant tout. J'avais besoin d'une opération du cerveau. Tu récupéreras l'argent, a ajouté papa. Comme si c'était censé être réconfortant. Tu es intelligente, Arla. Responsable. Tu rebondis toujours. Rebondir? Ma gorge s'est serrée, mais je ne me laisserai pas briser. Pas ici. Pas dans cette cuisine. Je me suis tourné vers maman. Donc, tu as utilisé mon nom pour garder l'accès à mes comptes pendant des années. Configurer des appareils sous mon nom. Elle n'a pas nié. Ce n'était jamais malveillant. Juste au cas où.
Au cas où tu voudrais un jour me ruiner. Juste à ce moment-là, Janelle a descendu les escaliers pieds nus et rayonnante comme si elle ne venait pas de réduire toute notre famille en cendres. Arla, a-t-elle dit doucement, la voix se brisant. Je leur ai dit de ne pas le prendre. Je jure que je ne voulais rien de tout ça. Ils voulaient juste m'aider. Aider? J'ai fait un pas vers elle. Tu as réservé des vols, payé des hôtels et posté tout un album photo avec la légende « Merci, sœurette ». Ce n'est pas être impuissante. C'est calculé. Je ne pensais pas que ça te manquerait, a-t-elle marmonné. Tu ne dépenses jamais d'argent pour quoi que ce soit. Je l'ai fixé. Tu es incroyable. Maman s'est interposée entre nous. Tu es dramatique. Dramatique? J'ai ri. Non, dramatique serait de vendre ma voiture, de mettre le feu à la maison et de poster à ce sujet sur Facebook. Ça, c'est moi, calme. Papa a marmonné, tu n'as jamais été doué pour laisser tomber les choses. Je me suis tourné vers lui, droit dans les yeux. Tu veux dire me laisser voler aveuglément sans dire un mot? Non, je ne suis pas doué pour ça. Ils m'ont regardé comme si j'étais la méchante, comme si j'étais ingrate, comme si je gâchais Noël en juillet. Je ne vais pas laisser passer ça, ai-je dit. Ce n'est pas une petite affaire de famille. C'est du vol. C'est une trahison. Et ça s'arrête ici. Tu détruirais ta propre famille pour un malentendu? La voix de maman s'est élevée soudainement tremblante. Ce n'est pas un malentendu, ai-je claqué. Vous saviez ce que vous faisiez. Vous ne pensiez simplement pas que je ferais quoi que ce soit à ce sujet. Et c'était la vérité. Ils avaient compté sur mon silence. Encore une fois, j'ai jeté un dernier coup d'œil à eux trois. Maman avec ses bras croisés serrés sur sa poitrine. Papa renfrognait comme si je l'avais insulté, et Janelle avec de fausses larmes menaçant de couler. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu une famille. J'ai vu trois personnes qui m'avaient volé, avaient souri en le faisant et s'attendaient à ce que je dise merci. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir. Nous n'avons pas fini, ai-je dit. Loin de là. En sortant, j'ai entendu maman m'appeler. Tu rends ça plus gros que ça ne doit l'être, mais je ne me suis pas retourné parce que c'était déjà trop gros, trop tard. Et c'est là que je me suis souvenu de toutes les fois où il m'avait dit que ce n'était pas grave, et que je l'avais avalé. J'ai conduit chez moi en silence. Pas de musique, pas de podcast, juste le faible bourdonnement du moteur et mes doigts serrant le volant jusqu'à ce qu'il me fasse mal. La lumière du début de soirée de Portland s'estompait rapidement, projetant de longues ombres grises sur les rues mouillées. Au moment où je suis entré dans mon complexe d'appartements, les nuages s'étaient à nouveau épaissis, menaçant d'une autre averse. À l'étage, j'ai déverrouillé ma porte, suis entré et l'ai refermée doucement derrière moi. Les mêmes 4 murs, la même bibliothèque ébréchée, le même canapé bleu pâle sur lequel je m'effondrais pendant les gardes de nuit. Sauf que rien ne semblait sûr maintenant. Je me suis affaissé sur le canapé, ne prenant pas la peine d'enlever mes chaussures. Mon téléphone était toujours serré dans ma main. J'ai ouvert à nouveau l'application bancaire, non pas parce que j'attendais quelque chose de nouveau, mais parce que je ne pouvais pas m'empêcher de regarder, comme appuyé sur un bleu. Puis j'ai ouvert mon journal. Cela faisait des mois que je n'y avais rien écrit, mais la dernière entrée m'a sauté aux yeux. Maman a encore demandé pour les économies. A dit qu'il serait intelligent de la garder sur la liste juste au cas où. Je ne me sens pas très bien à ce sujet, mais dire non provoque toujours une scène. Cette entrée datait d'il y a presque 2 ans. J'ai feuilleté plus loin et trouvé des notes encore plus anciennes, de petites choses que j'avais balayées. Papa a demandé mon identifiant en ligne pour aider avec les impôts. Ça semblait bizarre. Janelle veut encore emprunter mon vieil ordinateur portable. Il est synchronisé avec mes comptes. Les signes avaient toujours été là. J'ai juste continué à les ignorer. Corwin m'avait prévenu une fois pendant une pause déjeuner. Les comptes conjoints ne sont pas pour toujours, Arla. Tu travailles trop dur pour laisser les choses vulnérables. Je me souviens d'en avoir ri. C'est ma famille. Que ferait-il? Et Tony, ma meilleure amie depuis la fac de médecine, avait levé les yeux au ciel quand je lui avais dit que je laissais ma mère garder mes mots de passe pour les urgences. Meuf, ce n'est pas une sauvegarde. C'est une porte dérobée. J'avais souri, balayé ça de la main. Ils étaient juste cyniques, non? Mais maintenant, face à la réalité, j'ai réalisé que j'avais été formé pour ça.
pas à la fac de médecine, dans ma propre maison. Manipulé pour croire que l'amour signifiait le silence, qu'être la bonne fille signifiait plier jusqu'à rompre. Mes mains tremblaient en posant le journal. J'ai ouvert Facebook. Je savais que je ne devrais pas. Je n'étais même pas sûr de pourquoi je l'ai fait, mais la curiosité a toujours un prix. Il était là, le dernier post de Janelle. Certaines personnes détestent juste voir les autres heureux. Un selfie d'elle avec des lunettes de soleil sirotant quelque chose de rose avec Dorian en arrière-plan, souriant comme un étudiant en fraternité. J'ai fait défiler les commentaires. Tante Louisa, ta sœur a toujours été égoïste. Elle ne t'a jamais soutenu comme tu l'as soutenu. Oncle Ray, elle n'a pas eu ce boulot chic à l'hôpital. Laisse-la payer. Tu mérites la joie, ma chérie. Et le pire, après tout son argent de médecin, elle ne peut pas en donner un peu pour le bonheur de sa sœur. Chaque commentaire frappait comme une gifle. Personne n'a demandé la vérité. Personne ne s'en souciait. J'ai vu un nom familier dans les commentaires. Quelqu'un de mes années de premier cycle. Arla n'a-t-elle pas toujours été un peu intense? Elle n'a jamais su se lâcher. J'ai fermé l'application, non pas par blessure, mais par clarté. Je ne pleurais plus. Je suis allé à mon bureau, j'ai allumé la lampe et ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à tout compiler. Capture d'écran, relevé bancaire, historique de connexion des appareils, horodatage, email, chaque miette qu'il pensait que j'ignorerais. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la documentation, une scène de crime numérique. Et puis j'ai rédigé l'email à Corwin de financelp.net. Objet, besoin de ton aide. C'est l'heure. Cor, j'ai tout trouvé. Ils sont dans mes comptes depuis des années. Je ne sais même pas par où commencer. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai hésité sur envoyer juste une seconde, puis j'ai cliqué. Mon téléphone a vibré 2 minutes plus tard. Corwin, ils ont volé. Au moment où il a vu ce que j'avais envoyé, il a répondu en moins de 3 mots. Il volait depuis longtemps. 2 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Corwin serrant une tasse de café à laquelle je n'avais pas touché. La pièce sentait le pain brûlé et l'eucalyptus. Un mélange étrange, mais quelque peu réconfortant. Corwin était déjà à son bureau, les yeux parcourant une feuille de calcul sur son moniteur. Lunettes remontées sur l'arête de son nez. Il a tourné l'écran vers moi. Voici la chronologie que j'ai construite à partir des journaux d'accès qu'elle m'a donnés. Chaque virement, chaque connexion jusqu'aux adresses IP. Je me suis penché en avant. C'était là, noir sur blanc. L'appareil de Ramona connecté 12 fois en une semaine. Puis Janelle, puis Dorian. Ils ont stratifié ça, a-t-il dit, la voix coupée. Janelle a fait les retraits. Ramona les a autorisés depuis l'ancien compte joint. Et Dorian, ce salaud a demandé un prêt à ton nom. Écoute, je ne voulais pas, mais je devais le faire. C'était un prêt personnel, 18 000 $, répertorié sous une fausse start-up de conseil. Mais le numéro de sécurité sociale était le tien. L'adresse, une boîte postale enregistrée au gymnase de Dorian. J'ai fixé l'écran. Mon estomac brûlait. Ma vision s'est rétrécie. J'étais censé me préparer pour une opération du cerveau dans 3 semaines. Au lieu de cela, je regardais ma vie se faire siphonner par les personnes que j'avais grandi en croyant qu'elles la protégeraient. Corwin a expiré. Ils n'ont pas juste franchi une ligne, Arla. Ils l'ont défoncé au bulldozer. Le temps que j'arrive au travail cet après-midi-là, j'avais l'impression d'être somnambule. J'enregistrais à peine les patients des chambres 3 et 7 ayant besoin de prise de sang, le chaos du trafic des urgences après l'heure du déjeuner. Je me disais que je pouvais encore fonctionner. Juste garder la tête baissée. Pointer, dépointer. Mais à 12h45, alors que je réchauffais des restes de pâtes au micro-ondes dans la salle du personnel, Caitlin de cardiologie m'a tapoté l'épaule. Arla, tu devrais peut-être vérifier le Facebook de ta sœur. Ce n'était jamais une bonne phrase à entendre. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application. Juste là, en haut de mon fil, une photo souriante de Janelle, maman et papa debout devant ma maison d'enfance. La légende disait, la famille signifie tout, même quand d'autres essaient de la déchirer pour attirer l'attention. Et j'étais identifié. Il y avait déjà 50 commentaires. Tu mérites la paix, Janelle. Certaines personnes joueront toujours les victimes quand elles ne sont pas au centre de la scène.
Ta sœur n'a-t-elle pas eu un énorme paiement d'assurance ou quelque chose comme ça? De quoi se plaint-elle? Chaque mensonge qu'ils avaient raconté dans mon dos était devenu parole d'évangile en ligne. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté dans mon sac. J'ai essayé de me stabiliser avant de retourner au poste des infirmières, mais le bourdonnement dans ma poitrine ne s'arrêtait pas. Je pouvais encore sentir tout le monde regarder. Cet après-midi-là, j'ai été appelé dans le bureau du docteur Lee. Il n'a pas proposé de café, n'a pas demandé comment j'allais, a juste croisé les mains et a dit « Nous avons reçu des rapports anonymes remettant en question votre intégrité financière. » Les RH enquêtent. Quoi? J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce que l'affaire soit examinée, nous vous plaçons en congé administratif. Avec effet immédiat. Je suis resté là, toujours en tenue de travail, les brassards de tension artérielle toujours attachés à ma ceinture comme si j'avais été arraché au milieu d'un patient. Mais ce n'est pas, j'ai essayé d'expliquer, mais il m'a coupé doucement. Vous n'êtes pas renvoyé. Juste en pause. Nous vous contacterons. J'ai rassemblé mes affaires, engourdi, j'ai marché jusqu'au garage, le cœur se vidant davantage à chaque pas. La voiture ressemblait à un cercueil quand j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai fixé le volant, attendant la colère, attendant les larmes. Rien n'est venu. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Boîte de réception, 84 messages non lus. Les objets me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir. Comportement incroyable. Honte à toi. Pourquoi fais-tu ça à ta sœur? Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous tous. Je n'ai pas répondu. Je les ai tous archivés. Puis j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, je l'ai étiqueté en majuscule, fraude familiale, ne pas supprimer. À l'intérieur, j'ai créé des sous-dossiers, prêts, connexion, capture d'écran, chaîne de mai, posts sociaux. S'ils voulaient la guerre, ils avaient choisi la mauvaise femme à trahir. Et je ne prévoyais plus seulement de les arrêter. J'allais leur faire regretter chaque mensonge. Il faisait encore nuit quand je me suis réveillé, si j'ai même dormi. Le genre de sommeil où vos yeux se ferment, mais votre cerveau continue de tourner. À 6 heures, j'étais habillé, le café préparé et ma lampe de bureau projetaient déjà cette lueur crue sur mes notes. On a frappé à la porte. Je n'ai pas eu à demander qui c'était. Corwin est entré avec un dossier manille coincé sous le bras et un regard qui disait « Tu vas vouloir t'asseoir pour ça ». Il a laissé tomber le dossier sur ma table avec un bruit sourd. « Prête ?» a-t-il demandé. J'ai ouvert le rabat. À l'intérieur se trouvaient 5 documents, chacun tamponné, daté, notarié, et chacun portant mon nom. Sauf que ce n'était pas ma signature. Pas vraiment. Proche, mais négligé, trop précipité. L'un d'eux était un contrat de prêt pour rénovation domiciliaire que Marvin avait déposé sous ma ligne de crédit. Un autre, celui-ci m'a fait tordre l'estomac, venait de Dorian, répertorié comme partenaire commercial utilisant mes informations pour ouvrir une carte de crédit. 12 000 $ de frais de mobilier. Ils ont utilisé ton identité financière comme si c'était une carte de membre Costco, a marmonné Corwin, tournant la dernière feuille. Et ils ne se sont pas arrêtés à une signature. Ils ont forgé un modèle. J'ai hoché la tête lentement. C'est l'heure. À midi, nous étions assis avec mon avocate, Élise Franco, dans son bureau du centre-ville. Elle était toute en arête vive et manche en soie, le genre de femme qui ne perdait pas de temps en indignation polie. Mise en demeure, a-t-elle dit en tapant rapidement. Citant la fraude, le vol d'identité, l'utilisation non autorisée de signatures. Nous nommerons les 3, Ramona, Marvin, Dorian. Et Janelle, ai-je demandé. Élise a marqué une pause. Légalement, son nom n'est encore sur aucun des documents, mais si elle était complice. Je l'ai coupé. Elle l'était. Nous avons envoyé les lettres par courrier recommandé et par email. J'ai relu chacune 3 fois. Pas de main tremblante cette fois. Je voulais qu'ils sentent les coupures de papier. Je voulais que le ton pique. À 16 heures, les appels ont commencé. D'abord Ramona. Je viens de recevoir ton email, a-t-elle dit, la voix tendue. Arla, tu n'avais pas à aller aussi loin. Je n'ai pas répondu tout de suite. Tu rends toujours les choses plus grosses qu'elles ne doivent l'être, a-t-elle continué, sa voix se rétrécissant dans ce ton familier teinté de culpabilité.
Nous sommes une famille. J'ai inspiré lentement. Tu as raison. Nous le sommes. Ce qui rend ce que tu as fait encore pire. Clique suivant. Un email de Marvin. La famille ne devrait pas menacer la famille. J'ai répondu instantanément, la famille ne devrait pas voler. Il y a eu un bref silence qui a semblé plus fort que tout le reste. Puis mon téléphone s'est rallumé. Janelle. Pas un appel. Elle n'appelait jamais, juste un message vocal. Arla, je veux dire, je comprends que tu sois en colère, mais tu exagères complètement. Tu ne veux pas brûler des ponts que tu ne peux pas reconstruire. On peut encore arranger ça. Elle avait l'air calme, douce, même fausse comme un billet de 3 $. J'ai écouté le message 2 fois, non pas parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que je voulais me souvenir du ton, de la manipulation derrière le sirop. Ma boîte de réception a carillonné. Corwin encore. Objet, le premier à craquer. Le message était court. La banque a signalé les documents de Marvin pour enquête interne. Plus à venir. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, j'ai croisé les bras. Une victoire. Mais Élise m'avait prévenu que ce mouvement pourrait les pousser à riposter plus fort. Ils se sentiront acculés. Je m'en fichais. Qu'ils le sentent. J'ai cliqué sur mon dossier de bureau, fraude familiale, ne pas supprimer, et ajouter un nouveau fichier audio, menace Janelle, 9 mars. Puis je me suis rassise. Il m'avait tout pris, pensant que je resterais silencieuse. Maintenant, j'étais armée, éveillée et enfin dangereuse. Mais je n'étais pas celle qui avait allumé la mèche. 3 jours plus tard, je suis entré dans le bureau de Corwin avec une clé USB serrée dans ma main comme si c'était une arme chargée. Parce que d'une certaine manière, c'en était une. 6 ans de dossiers financiers, relevés, messages et journaux de transactions, tous regroupés en données froides et indiscutables. Brûlons tout, ai-je dit. Corwin a branché le lecteur, l'écran se remplissant d'arborescences de dossiers et de PDF. Ensemble, nous avons retracé de petites transactions, 50 $ par-ci, 100 par-là, remontant à un compte joint caché que ma mère avait ouvert avec moi quand j'avais 19 ans pour les urgences. Apparemment, ma famille croyait que les visites hebdomadaires au spa et les minimums de cartes de crédit Maciès étaient des urgences. Chaque fois que j'avais eu une augmentation, un bonus, même un remboursement d'impôts, cela s'était glissé silencieusement dans ce compte, puis avait été redirigé vers les besoins de la famille. J'ai vu des paiements de loyer pour un appartement que Janelle avait quand elle prétendait faire du couchsurfing. J'ai vu la réparation du camion de Marvin couverte par un paiement d'une carte à mon nom. Et Dorian. Dorian avait utilisé mon crédit pour demander un prêt commercial, une entreprise de mobilier d'extérieur sur mesure, probablement une façade pour fraude. Il m'a listé comme investisseur silencieux. Je n'ai même jamais eu un merci. Cet après-midi-là, j'ai passé l'appel qui mijotait dans mes tripes depuis que tout cela avait commencé. Fermer tous les comptes liés à mon nom qui ont un accès partagé. Je me fiche s'ils perdent l'eau, le chauffage ou le loyer. Laissez-les appeler le service client comme le reste du monde. L'agent bancaire a hésité. Mademoiselle Rollins, cela affectera plusieurs paiements automatiques en cours et utilisateurs autorisés. Je suis au courant. C'est le but. Je demande que mon nom soit retiré de tous les privilèges familiaux secondaires. Plus de juste au cas où. Plus de fonds d'urgence. Je n'étais pas leur plan de secours. Je n'étais plus leur victime. Vers 21 h ce soir-là, je me brossais les dents quand j'ai reçu une alerte SMS. Puis une autre et une autre. Un spa voisin confirmait un rendez-vous pour un forfait de luxe complet facturé sur une carte prépayée à mon nom. Sauf que je n'avais rien réservé. J'ai appelé la réception. Oui, mademoiselle Rollins. C'est déjà prépayé et l'invité vient d'arriver. Janelle Rollins. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Au lieu de cela, je me suis connecté au centre de litige de ma banque, j'ai signalé la transaction et envoyé à la réception une copie du rapport de police que j'avais commencé à compiler. Ils m'ont offert un bon pour le désagrément. Je ne voulais pas d'un massage gratuit. Je voulais des comptes. J'ai ouvert mon ordinateur portable à nouveau, créé une nouvelle chronologie, cartographié chaque cas de fraude, listé les montants en dollars, les eurodatages, les adresses IP, et puis j'ai rédigé 2 versions. Une pour le département des crimes financiers de ma banque et une autre, plus brutale, pour la police. J'avais fini de jouer la défense.
Minuit est arrivé. J'étais toujours penché sur mon bureau. Les captures d'écran éparpillées comme des confettis sur mon bureau. C'est alors que mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Tu gâches tout. La voix de Janelle a hurlé à travers le haut-parleur, brute et frénétique. Est-ce que tu te soucies même de ce que ça fait à maman? J'ai fermé les yeux. Non, ai-je dit. Et tu aurais dû y penser avant de me voler. Sa respiration était irrégulière sur la ligne. Tu es malade. Tu mets le bazar dans cette famille. J'ai raccroché. Plus de supplications. Plus de peur. J'ai enregistré le fichier audio sous menace Janelle partie 2. En me penchant en arrière dans ma chaise, un calme étrange s'est répandu en moi. Pas de joie, pas de soulagement, juste de la préparation. Puis est venu le coup à la porte et j'ai su que ce n'était pas Janelle. Parce que cette fois, ce n'était pas la famille. C'était quelqu'un avec un insigne. Le détective Rowe se tenait sur le seuil, costume impeccable, yeux fatigués. Le genre d'homme qui avait vu trop de familles se retourner les unes contre les autres. Mademoiselle Rollins, a-t-il demandé. Nous avons examiné vos preuves. Ce n'est plus seulement une plainte. C'est une enquête ouverte. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. J'en ai plus. Il est entré brièvement pour vérifier les dossiers, les captures d'écran de transactions, les documents de prêt falsifiés, les historiques de connexion numérique. Avant de partir, il s'est arrêté près de la porte. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais je ne vais pas mentir. Ça va devenir plus moche avant de s'arranger. Je n'ai pas bronché. Bien. Laissez-les enfin se regarder dans le miroir. 1 heure plus tard, alors que je tendais la main vers un verre d'eau dans la cuisine, les bords de ma vision sont devenus flous. Mes mains tremblaient, mes jambes se dérobaient. Le verre s'est brisé avant que je ne touche le sol. Tout est devenu noir. Quand je suis revenu à moi, des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête. Le bip familier des moniteurs m'entourait. Je connaissais l'endroit. Les urgences de Legacy Emmanuel, mon ancien étage. Une infirmière s'est penchée sur moi. Vous avez de la chance que quelqu'un vous ait trouvé à temps. J'ai cligné des yeux, les lèvres sèches. Que s'est-il passé? Croissance tumorale, a-t-elle dit doucement. Chirurgie retardée. Ça a progressé plus vite que prévu. Corwin est arrivé peu de temps après. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient de feu. Je t'avais dit de le faire il y a des mois. Je n'avais pas l'argent, ai-je dit d'une voix rauque. Tu l'as maintenant. On le fait. Alors qu'on m'emmenait dans une chambre privée, Corwin m'a tendu son ordinateur portable. Tu vas vouloir voir ça. Il avait continué à travailler pendant que j'étais inconsciente, creuser plus profondément dans le bourbier numérique laissé par ma famille. Devine qui a demandé une subvention pour une marque de fitness en utilisant tes dossiers fiscaux? Il a tourné l'écran vers moi. Dorian. Cet idiot a laissé ton numéro de sécurité sociale sur la demande 2 fois. Un rire froid s'est échappé de ma gorge. Bien sûr qu'il l'a fait. Et c'était suffisant. 3 heures plus tard, Dorian a été arrêté au milieu d'un direct pour sa marque de supplément. Torse nu, tenant un smoothie au milieu d'une phrase sur la discipline alpha. Retournez-vous, monsieur. Attendez, quoi? Je n'ai pas, waouh. Waouh. Les menottes ont cliqué avant même qu'il ne puisse lâcher le mixeur. Au commissariat, Dorian n'a pas hésité. Dès qu'on lui a dit que les accusations impliquaient une fraude fédérale, il s'est retourné plus vite qu'une crêpe un dimanche matin. Email, capture d'écran, mémos vocaux. Il a tout remis. Les instructions de Janelle, les plans de routage bancaire de Ramona, même un appel téléphonique enregistré où Marvin disait « Elle ne nous combattra jamais. Elle est trop loyale ». Le détective m'a dit plus tard qu'il les avait vendus en moins de 20 minutes. Pendant ce temps, Janelle a craqué. Quand elle a découvert que Dorian l'avait trahi, elle a lancé un direct sur Instagram. Pas de filtre, yeux bouffis, voix tremblante comme une actrice qui a oublié son texte. Elle déforme tout, a-t-elle reniflé. Faux pleurs. Ma sœur m'a toujours détesté. Elle veut juste nous faire du mal. Mais les commentaires ne se sont pas passés comme elle l'espérait car à ce moment-là, la presse avait repris les documents divulgués par Corwin. Un spectateur a commenté « Tu as dit que tu ne savais pas, mais c'est ta voix sur l'appel de prêt.
Un autre, donc, tu as vraiment dépensé l'argent de son opération? Elle a essayé de supprimer la vidéo, mais Internet n'oublie pas. Cette nuit-là, seul dans mon lit d'hôpital, j'ai regardé tout se dérouler aux nouvelles du soir. Flash spécial, un coach de fitness se retourne contre sa femme dans une affaire de fraude familiale en Oregon. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai souri. Un de moins. Il était 8h43 quand mon téléphone s'est allumé. Détective Rowe. Je n'avais pas touché à mon gruau. Je fixais juste le bol comme s'il pouvait expliquer ce qu'il restait encore à perdre. J'ai glissé pour répondre. Arla, a-t-il dit droit au but. C'est officiel. Nous allons de l'avant avec les accusations. Ramona Ellis, Marvin Ellis et Janelle Davenport. Nous avons besoin que vous veniez pour une dernière déclaration. Je n'ai pas pleuré, pas souri, juste respiré et demandé, à quelle heure? 11h. À midi, j'étais au poste, signant chaque page, chaque document, chaque ligne qui expliquait comment ma famille avait systématiquement démantelé mes finances, ma confiance et presque ma santé. Il n'y avait pas de drame, juste de l'encre noire, des initiales et du silence. Étrangement, cela ne ressemblait pas à une conclusion. Pas encore. Mais pour la première fois, la pression dans ma poitrine ne s'alourdissait pas. Elle avait atteint un palier. Ça comptait. Quand je suis rentré à mon appartement, quelqu'un attendait déjà devant ma porte. Ramona, ma mère. Mais pas la femme dont je me souvenais. Pas celle qui fredonnait en faisant des ragoûts ou qui m'apportait du thé quand j'étudiais tard dans la nuit. Non, cette femme avait l'air vide. Ses cheveux étaient trop tirés en arrière. Le mascara coulait sous des yeux fatigués. Elle a appuyé sur la sonnette à nouveau, avec insistance cette fois, comme quelqu'un suppliant l'univers de recommencer. Je n'ai pas ouvert. De l'interphone, sa voix s'est brisée. Tu déchires cette famille, Arla. Ce n'est pas la justice. C'est de la cruauté. Tu es malade et tu vas regretter ça. Je me suis penché et j'ai dit, froidement et fermement, je ne suis pas celle qui a volé quoi que ce soit, Ramona. C'était toi. Il y a eu une pause, puis des sanglots étouffés, doux mais indubitables. Tu brises le cœur de ton père, a-t-elle pleurniché. J'ai répondu sans émotion, il a brisé le mien en premier. Je me suis éloigné de la porte, mais il n'avait pas fini. Cette nuit-là, Janelle a lancé une campagne GoFundMe comme si c'était une tournée de rédemption. Le titre disait « Aidez-nous à nous remettre de la trahison ». L'histoire était tordue, manipulatrice et un cas d'école de gaslighting. Elle prétendait que j'étais mentalement instable, jalouse de son bonheur, et que j'avais fabriqué toute l'affaire par ressentiment. L'image, une photo filtrée d'elle et Dorian souriant sur une plage, recadrée d'un post Instagram supprimé. Son objectif de collecte de fonds, 50 000 $, le même montant qu'ils avaient volé. Mais Internet avait déjà tourné. Les commentaires sous le post étaient sauvages. Ton mari ne vient-il pas d'être arrêté pour fraude? Pourquoi ne pas demander de l'aide à ta sœur puisque vous êtes si proches? Où est le fonds de chirurgie, Janelle? Je n'ai pas levé le petit doigt. Je n'avais pas à le faire. Corwin a signalé la campagne. Tony a soumis la preuve documentée du vol. Au matin, l'équipe de fraude de GoFundMe avait retiré la page, citant des violations des conditions. Le compte de Janelle suspendu, son appel numérique à la sympathie réduit au silence. Mais elle n'avait pas fini. Le lendemain, elle est réapparue, cette fois depuis un compte Instagram temporaire. Sa légende disait, « Vous voulez voir une vraie maladie mentale? Regardez les gens qui pensent que c'est acceptable. » Mais même ses fidèles abonnés s'étaient tus. Les likes ont cessé. Les commentaires se sont taris parce que la vérité, une fois qu'elle commence à percer, ne s'arrête pas. Elle se répand comme une traînée de poudre. À 10h15 ce matin-là, je suis arrivé au palais de justice du comté de Multnomah. Élise, mon avocate, se tenait à côté de moi comme un mur d'acier en talons, presse-papier à la main, expression illisible mais forte. Nous avons attendu dans le hall. Puis je les ai vus. Marvin, mon père, plus vieux d'une certaine manière, sa posture autrefois fière maintenant courbée, veste mal ajustée, visage pâle. Ramona, les yeux injectés de sang, un mouchoir serré si fort qu'on aurait dit qu'elle essayait d'en essorer la culpabilité. Janelle et ses lunettes de soleil à l'intérieur, les pouces bougeant sur l'écran de son téléphone comme si elle tweetait en direct un événement de presse. Pas de remords, pas même un tressaillement de regret.
Ils sont passés devant nous, silencieux, évitant mes yeux. Mais juste avant que les portes de la salle d'audience ne s'ouvrent, Ramona s'est retournée. « S'il te plaît », a-t-elle dit, la voix cassante. « On peut arranger ça. Nous sommes toujours ta famille. » Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas laissé voir comment ces mots agissaient autrefois sur moi. Ça s'arrête ici, ai-je dit. Avec la vérité. Pas la vôtre, la mienne. Élise a ouvert la porte de la salle d'audience. Je suis entré non pas comme une fille, non pas comme une victime, mais comme une femme qui avait été brûlée et avait décidé de ne plus jamais vivre dans la fumée. La salle d'audience était froide, calme, une sorte de silence stérile ponctué seulement par le bruit de papier remué et le faible bourdonnement des lumières fluorescentes. J'ai assisté à la procédure avec un visage impassible, laissant les détails se dérouler comme ils le devaient. Quand le juge a lu les accusations à haute voix fraude, vol d'identité, exploitation volontaire, je n'ai pas bronché. Quand il a souligné la restitution, le service communautaire et les pénalités financières, je n'ai pas exulté. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas une vengeance. C'était une libération. Et quand est venu le temps pour moi de parler, de donner ma déclaration d'impact sur la victime, je n'ai pas eu besoin de notes. J'ai parlé depuis la partie de moi qu'ils avaient le plus sous-estimée, ma colonne vertébrale. Je ne suis pas ici pour me venger, ai-je dit clairement. Je suis ici pour récupérer mon avenir. Je n'ai pas eu besoin de lister chaque trahison. Le tribunal avait déjà vu les preuves. J'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu ma santé. Mais je ne me perdrai pas moi-même. Le juge a hoché la tête solennellement. C'est l'une des déclarations les plus courageuses que j'ai entendues dans cette salle d'audience. Ce n'est qu'alors, dehors sous le ciel de l'Oregon, que j'ai enfin expiré. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas crié. J'ai juste lâché le dernier morceau de poids que je portais depuis bien trop longtemps. La justice n'était pas une ligne d'arrivée. C'était une porte et je venais de la franchir. Et une fois le marteau tombé, tout a changé. Pas seulement pour eux, pour moi. La salle d'audience est tombée dans un silence si épais qu'il a avalé même le remuement des papiers et le grincement de la chaise du juge. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle jusqu'à ce que la voix du juge brise l'immobilité comme du verre contre du béton. Ramona Ellis, Marvin Ellis. Ce tribunal vous condamne tous deux à 24 mois de probation et ordonne une restitution financière complète. Vous êtes reconnu coupable de fraude financière, d'utilisation non autorisée d'identité et d'exploitation volontaire de la confiance familiale. Un halètement aigu s'est échappé des lèvres de Ramona. Marvin est resté immobile comme la pierre, comme s'il avait disparu derrière sa propre honte. Le juge a continué, se tournant légèrement pour s'adresser au nom suivant sur le rôle. Et à Janelle Ellis Davenport, il vous est par la présente ordonné de payer 63 500 $ de dommages et intérêts civils, de servir 6 mois de service communautaire, et il vous est interdit de façon permanente d'accéder à tout compte financier, instrument ou affiliation légale liée à Arla Ellis à perpétuité. Pourtant, elle n'a pas bronché. Pas de tic, pas d'excuses, pas de fissure dans le masque parfait. Même alors que la salle d'audience résonnait du souvenir de la condamnation antérieure de Dorian, pas d'appel, pas de clémence, elle restait posée comme une femme convaincue que la scène lui appartenait toujours. Mais j'ai écouté. J'étais présente. Pas comme une fille, pas comme une femme brisée, juste comme quelqu'un qui avait enduré et choisi de survivre. Je n'ai pas tremblé cette fois. Je n'ai pas baissé les yeux. Et puis ce fut mon tour. Je me suis levé, ma déclaration d'impact sur la victime serrée dans mes deux mains. Non pas parce que j'avais besoin des mots écrits là, mais parce qu'ils témoignaient du chemin parcouru. Ma voix ne venait pas de ma gorge. Elle venait de quelque part plus profond, quelque part forgé sous la pression. Je ne suis pas ici pour me venger, ai-je commencé lentement, établissant un contact visuel avec personne et tout le monde à la fois. Je suis ici parce que j'ai choisi de vivre. J'ai fait une pause. Laissez le poids de cette phrase atterrir. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu du temps. J'ai perdu la confiance. Mais je ne me perdrai pas moi-même. Je n'ai pas eu besoin de nommer chaque trahison. La salle d'audience tenait déjà les reçus. Quand j'ai fini, je m'attendais au hochement de tête poli habituel, peut-être une clôture procédurale. Au lieu de cela, le juge m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Ça, a-t-il dit doucement, c'est l'une des déclarations les plus courageuses que j'ai entendues dans ma salle d'audience.
Je n'ai pas pleuré tout de suite. Pas là. Pas devant eux. Mais au moment où je suis sorti des portes du palais de justice sous un ciel qui semblait bien trop paisible pour ce qui venait de se passer, j'ai laissé tomber les larmes. Pas de chagrin, de soulagement. De la libération qui vient quand un souffle longtemps retenu est enfin exhalé. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé dans l'est de la ville. Rien de chic. Une modeste maison de ville de 2 chambres avec des lignes épurées, des murs neutres et un petit balcon qui donnait sur un érable. Une pièce était pour moi, l'autre pour l'avenir, pour tout ce en quoi je voulais croire à nouveau. Les murs étaient vides, mais ils n'étaient pas vides de sens. Ils étaient pleins de promesses. Pas de fantômes, pas d'identifiants cachés, pas d'accès partagé. À moi chaque centimètre carré. Cette même semaine, mon travail m'a réintégré. Non seulement cela, ils m'ont proposé ma promotion, celle qui avait été mise en attente pendant l'enquête. Le docteur Lial, habituellement aussi expressif émotionnellement qu'un mur de béton, m'a appelé personnellement. Sa voix s'est légèrement brisée alors qu'il s'excusait de la façon dont les choses avaient été gérées. Mais je n'ai pas pris le titre. Non pas parce que je ne l'avais pas mérité. Je l'avais mérité, mais parce que cette version de moi, celle qui poursuivait les titres pour la validation, était partie. Je n'avais plus besoin d'un titre pour me sentir précieuse. Une lettre est arrivée des RH le même jour. Toutes les suspensions antérieures ont été formellement effacées de votre dossier d'emploi. J'ai épinglé la lettre sur mon réfrigérateur. Pas comme un trophée, mais comme une preuve. La preuve que j'avais raison de tenir bon. La preuve que le silence n'est pas la seule option. Pourtant, tout n'était pas coupé net. Ma boîte de réception racontait une autre histoire. Des messages vocaux de Ramona alternant entre l'apitoiement sur soi et la fureur. Des lettres de Janelle, certaines implorant le pardon, d'autres lacées de venin, d'accusations, de demi-excuses, de menaces à peine voilées enveloppées dans le mot « famille ». Je n'ai pas répondu, mais je ne les ai pas supprimées non plus. Au lieu de cela, j'ai archivé chaque message. J'ai créé un dossier intitulé « Écho auquel j'ai survécu ». Pas pour revisiter, pas pour se vautrer, juste pour se souvenir. Un soir, alors que nous étions assis dans mon salon, Corwin a demandé doucement « Pourquoi ne pas tous les supprimer ? Tu as gagné. Ils sont derrière toi. » Je l'ai regardé et j'ai répondu simplement « Parce que je ne veux jamais oublier qui j'étais quand je l'ai laissé arriver et qui j'ai dû devenir pour y mettre fin. » Ces jours-ci, les matins sont calmes. Pas de drame, pas de réveil réglé par les besoins de quelqu'un d'autre, pas d'incendie à éteindre avant de me brosser les dents. Juste du café, des playlists douces et la lumière du soleil rampant sur le parquet. La première plante que je possède depuis des années, un poteau, est près de la fenêtre. Robuste, indulgente, le genre qui survit à la sécheresse et à la négligence, puis repousse lorsqu'on lui donne des soins. Ses feuilles sont plus vertes cette semaine. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai souri. Pas avec une armure, mais avec la paix. La justice ne consistait pas à les regarder souffrir. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une victoire au tribunal ou une justification sur les réseaux sociaux. C'était de me choisir enfin sans culpabilité, sans hésitation, sans me rétrécir pour des gens qui ne me voyaient que comme une ressource. Ce n'est pas une fin heureuse. C'est une fin honnête. Et c'est suffisant. Et si vous êtes toujours là avec moi, merci. Je n'ai pas choisi cette guerre, mais j'ai choisi comment je l'ai terminée. Pour tous ceux qui écoutent et qui se sont déjà sentis réduits au silence, trahis ou volés, que ce soit par la famille, les amis ou la vie elle-même, je veux que vous entendiez ceci haut et fort. Vous n'êtes pas fou de fixer des limites. Vous n'êtes pas égoïste d'exiger le respect. Et vous n'avez pas tort de partir quand l'amour se transforme en levier. La guérison n'est pas venue enveloppée d'excuses. Elle est venue au moment où j'ai cessé de m'excuser de me protéger. Alors, si vous vous tenez dans les décombres de quelque chose que quelqu'un d'autre a brisé, j'espère que cette histoire vous rappelle que vous pouvez encore construire brique par brique, plus fort et plus sage qu'avant. Votre paix vaut la peine d'être protégée. Votre voix vaut la peine d'être utilisée. Et peut-être, juste peut-être, votre histoire deviendra la permission de quelqu'un d'autre de s'élever.